Vous êtes sur RTI 1, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité ce 7 mars. À la une, l'effondrement d'un immeuble de 4 niveaux à Angré, dans la commune de Cocody. Le drame survient dans la nuit d'hier aux environs de minuit et demi. 28 appartements écroulés comme un château de cartes. 36 victimes, dont 6 décès. Déblai total toujours en cours par les sapeurs-pompiers militaires. Le tout nouvel hôpital général de Yopougon à Thiès a été officiellement ouvert ce jour par le chef du gouvernement Patrick Hachi. Il s'agit de l'ancienne PMU qui change de statut après de gros travaux de réhabilitation. De 57, on passe à 123 lits avec un plateau technique renforcé. L'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, lance l'opération Renouvelle ta CNI. Elle va permettre aux requérants de rentrer en possession de sa carte nationale d'identité dans un délai de 2 semaines. Une unité mobile d'enrôlement était le week-end dernier dans la commune de Koumassi. Et puis à l'international, la question de l'Ukraine reste au devant de la scène. Moscou s'engage ce lundi à des cessez-le-feu locaux et une troisième session de négociations russo-ukrainienne a débuté en Biélorussie. Bienvenue, bonsoir à tous. Angré, 8e tranche, le chef du gouvernement s'est rendu sur le site de l'immeuble effondré dans la nuit d'hier. Patrick Hachi est allé apporter sa compassion, celle du chef de l'État et de toute la nation aux familles des victimes. Le dernier bilan fait état de 6 morts. Alexis Ouedraogo. Ce lundi, dans les gravats de l'immeuble effondré d'Angré 7e tranche, Patrick Hachi essaie d'apporter soutien et réconfort aux victimes. On aura vraiment un bilan définitif lorsqu'on aura fait tout le déblai de tout le chantier. Nous avons été donc instruits par son Excellence le Président de la République de venir sur les lieux pour nous enquérir des causes profondes à la base de ce drame. On prend en charge déjà les populations qui ont pu en sortir en vie au niveau médical, mais également pour ceux qui n'ont plus de lieu où se loger. Les services du ministère de la Solidarité sont en train de faire le nécessaire. Et donc nos premiers mots, bien sûr, vont à l'endroit des populations. Le gouvernement se dit engagé à faire la lumière sur les causes du drame. Le procureur de la République a été saisi, les enquêtes ont démarré, le propriétaire a été identifié. Les investigations vont continuer dès que les pompiers auront terminé de faire les fouilles. Et donc déjà la justice elle-même va se mettre en branle pour que les sanctions judiciaires qui doivent donc s'appliquer puissent se poursuivre. Mais au-delà de ça, ce sont les maîtres d'ouvrage, ce sont les entreprises, ce sont les bureaux de contrôle, ce sont les administrations en charge de mettre en œuvre la réglementation qui vont être directement interpellées, pour lesquelles des mesures également administratives vont être prises. Les enquêtes sont ouvertes. Un peu plus tôt dans la journée, notre équipe de reportage était sur les lieux. Des rescapés témoignent au micro de Amadou Ouattara. Innocent est un rescapé qui habitait depuis 2 années au 4e étage de cet immeuble effondré. Il affirme ne pas sentir le moindre danger venir. Aux environs de 0h33, nous étions en chambre et puis on a constaté l'écoulement. Il y avait du bruit et puis bon. Donc je sors et bon, il fait noir. Donc mon premier réflexe c'est mon téléphone. J'arrive et je vois que l'immeuble est en train de s'effondrer. Si je sentais un danger venir, j'allais quitter l'immeuble. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires fait un point de la situation. Nous étions aux alentours de 10h du matin. On a pu extraire de l'immeuble au moment de l'intervention 30 personnes. 17 qui ne présentaient pas de lésions particulières et 13 qui ont été évacués dans les hôpitaux de CHU d'Angré, CHU de Cocody et dans une clinique de la place. Les recherches ont continué parce qu'on nous signalait la présence de personnes dans les décombres. Donc on continue les recherches et nous avons pu, à l'heure où je vous parle, repérer 3 corps. 2 ont déjà été extraits, le 3e est en cours d'extraction, mais il serait fort possible qu'il y ait encore des corps sous les décombres. Informé,
Le ministre Bruno Koné déplore le drame et rappelle les règles en matière de construction. Ce que nous ressentons le plus, au-delà de la tristesse, c'est la colère. C'est la colère parce que, encore une fois, nous voulons que ce genre de situation n'arrive plus. Nous voulons arriver à zéro effondrement. Le recours obligatoire pour toutes les constructions au-delà de R+2 à un bureau de contrôle et de normalisation des risques ou à un ingénieur conseil. Et puis, bien entendu, nous assurons, dans la mesure de nos possibilités, le contrôle de tout cela. Nous avons, en 2021, effectué plus de 10 000 contrôles, là où la moyenne auparavant était inférieure à 2 000. Le dimanche 27 février dernier, c'était un immeuble de R+7 en construction à Trècheville qui faisait des victimes. 8 jours après, un autre drame à Cocody, précisément à Angré, 8e tranche, non loin de l'immeuble CGK. On note également 11 cas d'effondrement en 2011 en Côte d'Ivoire. Sans oublier ceux d'Anono, le 12 mars 2021, dans la commune de Cocody, et de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, survenue le 13 juin 2018. Selon le général Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, le bilan provisoire est de 36 victimes, dont 6 décès. Le déblai total est actuellement en cours. À l'issue de cette opération, le bilan définitif sera connu. Toutes ces questions d'effondrement d'immeubles, de construction anarchique en Côte d'Ivoire seront évoquées par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, ce soir à 20h50. Émission spéciale présentée en direct par David Mobio, juste après ce journal sur RTI 1. Dans la commune de Yopougon, l'ancienne PMI, centre de santé pour consultation prénatale, maternelle et infantile, est désormais un hôpital général. Plateau technique renforcé, capacité d'accueil accrue. Le nouvel hôpital général a été inauguré par le Premier ministre après 22 milliards de francs CFA investis. Alexis Ouedraogo. Voici le nouvel hôpital général de Yopougon-Atié. Anciennement PMI, l'infrastructure sanitaire a été réhabilitée dans son architecture, ses fonctions et son plateau technique, aujourd'hui à la pointe de la technologie. Nous sommes ravis de pouvoir enfin travailler dans d'excellentes conditions. Mes collaborateurs et moi ont hâte d'accueillir la population qui va venir, et surtout que maintenant, toutes les spécialités de la pédiatrie sont présentes. Un examen osseux, c'est en position couchée. Lorsqu'il y a un cas qui arrive, on a besoin de savoir urgemment qu'est-ce qui se passe dans le corps du patient. Donc c'est le premier examen qu'on fait en général. Ce lundi, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration de la phase 1 de l'ouvrage, au grand bonheur des populations. En janvier 2018, le gouvernement a procédé au lancement officiel de la réhabilitation de 8 établissements sanitaires sur tout le territoire national. Tout Yopougon salue aujourd'hui la concrétisation de ce projet qui annonce une ère nouvelle d'accès aux soins de santé et au bien-être. Avec cette réouverture, le gouvernement affiche sa volonté de rapprocher au plus près les populations des infrastructures de santé. L'hôpital général de Yopougon-Atié, d'un coût de 22 milliards, offre désormais une capacité d'accueil de plus de 123 lits, contre 53 initialement, et offre aux professionnels un meilleur cadre de travail, conforme aux normes internationales. C'est donc un hôpital complet, moderne, avec un plateau technique adéquat et offrant toutes les commodités que le gouvernement met à la disposition des populations de la commune de Yopougon. Cet hôpital entre en fonctionnement dès aujourd'hui avec les consultations prénatales, les consultations et les mises en observation en médecine et en pédiatrie, le laboratoire et l'imagerie. Il va évoluer pour atteindre sa vitesse de croisière dans 2 semaines, avec la mise en fonctionnement des blocs opératoires, des accouchements, des hospitalisations et de la réanimation. Mieux, avec la mise en œuvre de la réforme hospitalière, des comités d'orientation et de contrôle verront le jour sur toute l'étendue du territoire. Objectif, veiller au respect des différentes directives sanitaires, tant dans le public que le privé. Aux populations de Yopougon, qui voient cet hôpital général enfin réouvrir, et les travaux en cours au CHU bientôt aboutir, je veux dire une seule chose. Vous avez raison. Raison de croire au rassemblement qui permet le développement.
à la paix qui permet la prospérité et à la solidarité nationale. Vous avez raison de faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à l'ensemble de son gouvernement. Nous agissons, nous bâtissons, nous avançons pour que les lieux qui prendront soin de nos concitoyens, tel l'hôpital général de Yopougon, puissent exister partout en Côte d'Ivoire. Nous le disons, nous le faisons. Et nous allons demain le faire toujours plus vite, toujours mieux. Toujours le mot pour le personnel soignant. Patrick Hachi en appelle à leur professionnalisme. Lorsqu'on inaugure un nouvel hôpital, comme j'ai eu le plaisir de le faire à plusieurs reprises ces derniers mois, on parle souvent des installations, du nombre de lits, des équipements techniques, mais on ne peut oublier qu'il ne serait rien sans les femmes et les hommes qui vont lui permettre de jouer pleinement son rôle. Je veux aussi leur rappeler l'exigence humaine qu'ils portent sur leurs épaules, celle de l'effort et du professionnalisme, celle du respect dû aux âmes et aux corps affaiblis, celle de l'attention humble, délicate, prodiguée aux patients. Et dans sa volonté d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations, le gouvernement va renforcer les mécanismes de contrôle, notamment sur le point de la gratuité ciblée, renforcer les ressources humaines de santé et veiller à la bonne application des politiques d'entretien et de maintenance des infrastructures sanitaires. Et je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, conjointement avec le ministère des Transports, sur l'allègement du contrôle sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'attention des voyageurs à l'arrivée et au départ à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous avons le plaisir de vous informer qu'au regard de l'évolution de la circulation modérée de la Covid-19 sur notre territoire et en l'absence de nouveaux variants, la réglementation mise en place dans le cadre de la Covid-19 pour les voyageurs sera allégée comme suit. 1. Passagers à l'arrivée. Pour les passagers à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète, le test PCR n'est plus exigé comme document sanitaire de voyage. Pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés à destination de la Côte d'Ivoire, la preuve d'un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. 2. Passagers au départ. Les voyageurs présentant la preuve d'une vaccination complète sont dispensés de tests PCR à destination d'un pays ne l'exigeant pas comme document sanitaire d'entrée. Pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés, la preuve d'un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. Et 3. La validité des résultats du test PCR passe désormais de 48 heures à 72 heures. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la maladie et de la couverture maladie universelle et le ministère des Transports adoptent ces nouvelles mesures qui entrent en vigueur à compter de la signature du présent communiqué fait à Abidjan le 7 mars 2022. Direction le Sénat, le président de l'institution, Jano Aousou-Kouadio, a procédé à la clôture de la session extraordinaire 2022. Durant 3 semaines, les sénateurs ont examiné 11 projets de loi, tous validés en plénière. Kader Sogodogo. Après 3 semaines de travaux, le temps est venu pour les sénateurs de retourner à leurs vacances. La clôture de la session extraordinaire 2022 a été une occasion pour le président de l'institution, Jano Aousou-Kouadio, de rassurer quant à l'engagement de la Chambre haute à travailler pour des lois qui répondent aux besoins actuels, aux attentes des populations. C'est l'essence d'ailleurs d'un 11 projets de loi adoptés en plénière. Au cours de cette session extraordinaire, nous avons donné un coup d'accélérateur à la consolidation de l'architecture institutionnelle de notre pays. Les 11 projets de loi adoptés au cours de cette session extraordinaire sont des réponses adaptées aux attentes du peuple et aux exigences d'un développement inclusif, durable et résilient. Jano Aousou-Kouadio a également tenu à saluer l'engagement du président de la République Alassane Ouattara de faire prévaloir la démocratie vraie en Côte d'Ivoire. En demandant la convocation de cette session extraordinaire, le président de la République témoigne du rôle essentiel du Sénat
et plus particulièrement du Parlement dans la construction de la démocratie dans notre pays. Une démocratie représentative qui permet au peuple et aux collectivités territoriales d'intervenir dans le processus de fabrication de la loi et de consolidation de l'état de droit au service de la nation et du citoyen. Dans un peu plus d'un mois, le 12 avril exactement, les sénateurs retrouveront l'hémicycle à l'occasion de la rentrée de la session ordinaire 2022. Dernière image de cette session de clôture, les sénatrices qui ont tenu à célébrer à la veille de la Journée internationale de la femme les 71 ans du président Jeannot Ahoussou-Kouadio. Les sénateurs sont ainsi en vacances. Bon repos à vous, messieurs, dames. Demain donc, 8 mars, la Côte d'Ivoire va célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant multiplie les rencontres d'information et de sensibilisation sur les droits de la femme. Lors d'une conférence sur les violences basées sur le genre à l'université de Cocody, la ministre Nassene Batouré a invité les étudiants à s'insurger contre toute forme de violence. Khalid Diomondé et Godefroy Kambawa. Zéro violence basée sur le genre et cohésion sociale. C'est le thème central du panel animé par des spécialistes du genre issus de différentes organisations travaillant sur la question. Des témoignages, des expériences vécues, des statistiques appuyées par des images ont été présentés aux étudiants afin de les édifier sur les conséquences des violences basées sur le genre. Ils ont été exhortés à briser dorénavant le silence sur tous les cas de viol, quelque forme qu'ils soient, et à dénoncer les auteurs sans complaisance. Le viol, c'est le viol de toute une vie. Vous ne violez pas seulement un sexe, vous violez une dignité, vous violez tout un espoir, vous violez la sexualité future. Quand on le sait, on doit se dire non. Je retiens à la sortie de ce panel que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous devrons comprendre le rôle de la femme dans la société. Nous devons savoir que la violence faite aux femmes n'est pas intéressante et que la femme est un être vulnérable et qu'il faudrait protéger la femme. La violence basée sur le genre, une pratique qui met à mal l'équilibre de la société. S'unir pour indiquer ce phénomène, c'est le message que le ministre Nassene Batouré a adressé aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Mesdames et messieurs, on note des cas de violence sur des mineurs dont l'âge varie entre 6 et 14 ans. Des femmes violées, des femmes et des enfants assassinés. C'est pourquoi l'activité qui nous réunit aujourd'hui a tout son sens et riche en signification, car il s'agit de faire en sorte que tous les étudiants et étudiantes, élites de demain, soient sensibilisés sur les violences basées sur le genre pour une Côte d'Ivoire plus unie et plus solidaire. Selon les articles 403 et 404 du Code pénal ivoirien, le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 20 ans. Cependant, des circonstances aggravantes peuvent conduire à un emprisonnement à vie du coupable. La Journée internationale des droits de la femme est aussi une occasion pour mettre en avant les figures féminines qui inspirent. Nous avons rencontré la première femme générale des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, directeur général des faunes et de la flore, chef de commandement des eaux et forêts. Patricia Omouetia nous retrace le parcours de ce modèle au féminin. Regardons. Cantonnement des eaux et forêts de Beaunois ce samedi matin. Le personnel est prêt à recevoir la première femme générale des eaux et forêts, conservateur général des eaux et forêts, directeur général de la faune et de la flore, chef de commandement des eaux et forêts. Du centre de la Côte d'Ivoire, Zouzou, épouse Marie-Evelyne Joël, a eu l'amour de la forêt par sa grand-mère, à l'époque, qui soignait avec les plantes. J'ai fait ma formation ingénieur des eaux et forêts de 1991 à 1997, où j'ai eu mon diplôme. J'ai intégré le ministère des eaux et forêts depuis décembre 2002. En 2012, je suis devenu donc directeur de la faune et des ressources synergétiques, fonction que j'ai occupée jusqu'à 2015,
où j'ai ensuite été donc nommé directeur régional des eaux et forêts à Bondoukou en 2018. Donc j'ai été aussi à nouveau promu directeur général adjoint des forêts de la faune. Je suis revenu en centrale et depuis janvier 2019, j'occupe donc la fonction de directeur général des forêts de la faune au ministère des eaux et forêts. Une formation commune de base, doublée d'une formation militaire de 30 jours à l'école de gendarmerie dans les années 2000. Parfois, la difficulté peut venir du moins de ce que certaines personnes qui n'ont pas fait la formation avec nous peuvent se poser des questions. À la fin de ma formation, j'ai senti un tout petit peu de réticence de la part de certains des recruteurs en se demandant, mais elle est femme, est-ce qu'elle peut vraiment faire la formation, le travail que nous allons lui confier? Quand ils ont osé me mettre à l'épreuve, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de difficulté parce qu'on est une femme. Il faut simplement que la personne soit compétente pour le travail et qu'elle puisse le faire. Pour nous les femmes, c'est que rien ne nous est inaccessible. Tout est possible, il suffit d'avoir la volonté de démontrer sa capacité, sa compétence et sa volonté de réussir son rôle à jouer dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, comme elle, plusieurs femmes ont suivi son exemple. C'est la première femme aux eaux et forêts qui accède au grade de conservateur général. Et pour nous tous qui sommes ses cadets, ses suivants, en tout cas, c'est une fierté pour nous de voir que l'une d'entre nous, une de nos aînées, a pu atteindre ce grade. C'est aussi un challenge pour nous parce que d'avoir ouvert la voie, il faut que d'autres personnes puissent aussi la suivre. Elle commande et nous, on exécute. Quand on confie une tâche à une femme, elle exécute correctement. Mariée et mère de 3 enfants, Zouzou épouse Maï-Evelyne Joël est la première femme qui a le grade de général au niveau des eaux et forêts depuis 2019. Merci à Patricia Oumou-Etia pour ce reportage sur la première femme générale des eaux et forêts en Côte d'Ivoire. La journée internationale des droits de la femme sera donc célébrée demain 8 mars. On parle identification, la carte nationale d'identité, un document indispensable à chaque citoyen. Désormais, il est possible de l'obtenir dans un délai de 2 semaines. L'ONECI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, lance l'opération Renouvelle ta CNI. Reportage. 2 semaines pour obtenir sa carte nationale d'identité, c'est possible. Cet engagement, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI le prend. À Koumassi, ce lundi, l'opération Renouvelle rapidement ta CNI a été lancée avec une unité mobile présente au Grand Carrefour. Les populations, elles, ont eu l'occasion de se faire enrôler. Je passais, j'ai vu l'affiche. C'est ça même qui m'a amené à venir faire l'enrôlement. Et ça ne m'a pas pris le temps. J'ai juste pris 2 minutes pour faire. Et je suis contente. J'ai accompagné ma soeur à l'endroit précis pour emprunter un taxi pour aller à son lieu. Et j'ai vu qu'ils enroulaient des gens pour avoir la nouvelle 4. Donc j'ai dit, il faut que je me rende. J'ai fait ça pour moi. Ils n'ont pas pris le temps, c'est bien passé. Ce bus d'enrôlement mobile qui permet à l'ONECI de se rapprocher un peu plus des populations est dédié au renouvellement, réclamation et autres corrections sur les cartes nationales d'identité. L'ONECI, dans sa nouvelle stratégie, va rapprocher ses services vraiment au plus proche possible du citoyen. Nous avons déjà les centres d'enrôlement qui sont là et le bus vient en appui. Mais c'est aussi pour nous de déporter notre capacité dans les endroits où il y a la demande. L'unité mobile d'enrôlement sillonnera plusieurs communes d'Abidjan. Notons que le 31 mars prochain, les cartes nationales d'identité délivrées en 2009 ne seront plus valables. L'ONECI invite les populations à se faire enrôler. Un reportage de Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. À l'invitation de la secrétaire d'État française chargée de l'économie sociale solidaire auprès du ministre de l'économie, la ministre ivoirienne de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a assisté à Paris à la table ronde sur la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire. Au cours de cette conférence de haut niveau, l'émissaire du gouvernement de Côte d'Ivoire a présenté les acquis en terre ivoirienne. Notre envoyé spécial, Chèque Koné. C'est au centre de conférence Pierre Mendès France de Bercy à Paris que s'est tenue cette table ronde qui a vu la participation de 450 personnes venues de 50 pays du monde pour parler de l'économie sociale et solidaire. Signataire du manifeste, la Côte d'Ivoire, par la voix du ministre Miss Belmondo Dogo, s'est dit engagée à promouvoir cette forme de gestion qui concilie la performance économique
et l'impact social et environnemental. C'est vrai que nous n'avons pas encore cet ancrage institutionnel, mais les actions qui rentrent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire existent en Côte d'Ivoire. Ce sont des actions qui se mènent de manière éparse. Le gouvernement s'engage à donner ce cadre institutionnel-là afin de permettre à l'économie sociale et solidaire d'être mieux structurée. C'est à propos que les initiatives pour doter la Côte d'Ivoire de ce cadre institutionnel se multiplient. La rédaction des textes en vue de légiférer sur la question est en cours. Mais en attendant, des actions ont déjà été initiées par le gouvernement en matière d'économie sociale et solidaire. Il s'agit entre autres de l'instauration d'une journée nationale de la solidarité, la mise sur pied des associations villageoises d'épargne et de crédit dénommées AVEC et le programme social du gouvernement PSGouv 1 et PSGouv 2. Cette table ronde qui s'est déroulée par visioconférence a été l'occasion de partage d'expériences entre les participants de plusieurs pays, dont la France, le Cameroun et l'Argentine. La commune des Deux Plateaux, le quartier Tchakba, les Oliviers, a vécu des moments de solidarité et de partage. 2,5 tonnes de riz, des pâtes alimentaires et autres denrées de première nécessité ont été distribuées aux familles vulnérables. Astou Touré. Le chef protocole du président de la République, Éric Tabat, continue de tisser la toile de la solidarité et du vivre ensemble. Des kits sanitaires et des vivres ont été offerts aux femmes de Colombie, sous-quartier de la commune de Cocody. La maternité également a bénéficié de matelas, du split, des instruments pour hygiène, le tout d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA. Un acte de partage salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Merci à nos papas, à nos frères qui sont venus nous honorer, qui sont venus nous donner des présents pour que nous mangeons avec nos enfants. Que Dieu même le bénisse dans tout ce qu'il fait et qu'il se souvient toujours de nous. À cette rencontre, le fils de Cocody était accompagné par une forte délégation de cadres de Cocody et des personnalités du monde de la culture et des médias. Tout ce que nous voulons, c'est la paix dans ce pays, c'est le vivre ensemble, c'est partager, c'est égayer toute la population de Cocody, avec l'enfant de Cocody bien sûr. Quand l'humanité vous offre l'opportunité d'offrir ou d'aider certaines personnes, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à le faire. Et moi, je suis toujours prête pour ces actions-là. Et moi, j'encourage surtout ces actions-là. Ce don s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, c'est un prélude donc à la Journée internationale de la femme que j'ai décidé avec mes tantes de venir apporter donc ma solidarité aux populations qui en ont le plus besoin. Donc on a apporté un soulagement, je dirais, un petit don. C'est un peu en prélude à la Journée internationale de la femme. La directrice générale adjointe des impôts, Maferi Mabamba, épouse Mbaya, était l'invitée spéciale de cette rencontre. Au total, ce sont plus de 2,5 tonnes de riz qui ont été offerts à 210 familles. Des rencontres sportives et des prestations d'artistes ont également marqué cette rencontre. Retour à présent sur la journée du Mardi Gras célébrée la semaine dernière. Elle a mis au devant de la scène un jeune personnage surnommé Commissaire Tétine. Cet enfant âgé de seulement 2 ans continue de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux bien au-delà. Pour preuve, elle a été reçue au cabinet du directeur général de la police. Amadou Ouattara nous relate comment Commissaire Tétine est devenue célèbre. Depuis le mardi 1er mars 2022, commissaire Tétine à l'état civil, Djikona Aya Peyton Marie-Elisabeth fait le buzz. Son école maternelle a fait le choix de la tenue de police pour célébrer le Mardi Gras. Relativement à cet événement, sa mère, Anne-Marie Afoué-Conan, avait publié une photo de la fille de 2 ans qui est jusqu'ici virale. J'ai publié comme toutes les mamans à Mardi Gras. La photo de l'enfant, ils ont tellement aimé que c'est allé partout sur Facebook. Après, je vois sur la plateforme de la police nationale. J'étais vraiment très contente. Et depuis lors, des milliers de vues sont enregistrées. Environ 7 heures ont suffi à une page Internet de mobiliser près de 150 000 vues et toucher 650 000 personnes. La tenue de police, bien mise par commissaire Tétine, contribue ainsi
à la promotion de la bonne image de la police nationale, selon son directeur général, Fama Youssouf Kouyaté. La police fait partie de la société. Les réseaux sociaux sont des phénomènes de notre temps. Et nous avons vu la direction du vent. La population a aimé. Et comme la police, nous améliorons les relations police-population, il était important pour nous de recevoir notre jeune collègue et la féliciter ses parents. Cette année, ce que nous avons remarqué, tous les enfants veulent ressembler à un policier, pour dire que la police reste un modèle dans la société. Commissaire Tétine est retourné à la maison dans la commune de Yopougon, précisément au quartier millionnaire, les bras chargés de présents, au nombre desquels une bourse d'études de la part du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, une enveloppe et une petite moto offertes par la police nationale, ainsi que des lots de produits d'hygiène. Sa mère a reçu d'épargne un don de la présidente d'honneur de l'Association des épouses de policiers. L'idée de cette réception est d'honorer la symbolique d'une police davantage proche des populations et adulée par de nombreux enfants. Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, c'est le thème du 12e Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui est ouvert depuis le samedi 5 mars dernier. Dans le cadre des rencontres professionnelles, des experts partagent leurs expériences. Et ce lundi, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, a partagé sa vision du contenu des chaînes en tant que média de service public. Pour la cérémonie d'ouverture sur le plan musical, c'est le groupe Magic System qui a été sollicité. Pendant un peu plus d'une heure, les magiciens ont fait chanter et danser leurs nombreux fans sur l'esplanade du Palais de la Culture. Isaïeo. En 2001, le groupe Magic System a joué au Massa Inn au Palais de la Culture de Treichville. Une prestation qui lui a ouvert la voie du succès international. À Salfo, dite vocale, du groupe s'en souvient. Nous avons eu cette chance-là de participer et d'avoir des acheteurs. Aujourd'hui, nous venons jouer pour l'image de la Côte d'Ivoire. Nous venons jouer pour démontrer la richesse culturelle qu'a la Côte d'Ivoire. Pour ce Massa 12, le groupe Zoulou est invité pour assurer la cérémonie d'ouverture sur le plan musical. Un spectacle qui permet aux nombreux fans de chanter et danser au rythme du riche répertoire des magiciens. Il est vraiment très content d'être là aujourd'hui parce que c'est pas facile de danser en même temps que tout le peuple ivoirien. Le show est formidable, c'est le meilleur groupe de la Côte d'Ivoire. Je préfère ce groupe-là. Même s'ils vont jouer, je ne sais pas en Afrique, peut-être Je suis très content aujourd'hui d'être à ce concert et de regarder le concert de Magic System gratuitement. Je suis très heureux. Cette cérémonie est vraiment une cérémonie de ouf. Et je vois la diaspora réunie, je vois l'Afrique entière réunie. C'est plus qu'une joie. Pendant plus d'une heure, à Salfo, Manadia, Goudé et Tino ont égayé les nombreux spectateurs du Palais de la Culture de Treichville. Autre scène festive à Boundiali, dans la région de la Bagoué, zone nord de la Côte d'Ivoire. Elle a reçu l'émission Bonjour. Le stade de la ville a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. Les populations et les humoristes ont partagé des moments de fou rire. La marraine, la ministre Mariatou Koné, s'est félicitée de la mobilisation exceptionnelle et elle a exhorté les filles et les fils de la Bagoué à s'unir pour le développement de la région.
Dans l'actualité internationale, l'état-major des armées françaises a annoncé la mort d'un chef djihadiste au Mali. Il a été tué dans la nuit du 25 au 26 février dernier lors d'une opération de la force Barkhane au nord de Tombouctou. Le djihadiste algérien Yahya Djouadi, alias Abu Ammar al-Jaraizi, était une figure bien connue du djihadisme algérien. Il a largement contribué à l'expansion d'Al-Qaïda et du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et puis Moscou qui s'engage ce lundi à des cessez-le-feu locaux. Il s'agit de permettre la mise en place de couloirs humanitaires afin de permettre l'évacuation des civils des villes bombardées vers la Biélorussie et la Russie. Une troisième session de négociations russo-ukrainienne a débuté en ce jour. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez tout de suite après ce journal l'émission spéciale consacrée à une question qui nous préoccupe tous, les effondrements d'immeubles, les constructions anarchiques en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, sera sur le plateau de David Mobio. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.